Conneries d'Asselineau et Chouard, 1582e. Bonjour à tous. Là, alors une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, bien avant même de faire des vidéos, c'est même pour elle que j'ai largement eu envie de faire des vidéos, pour démonter les thèses d'Asselineau et de Chouard. Asselineau qui soutient que si la France avait le contrôle de sa monnaie, elle pourrait retrouver de la compétitivité. C'est une thèse récurrente dans une certaine catégorie de la population, hein. Charles Gave, Jacques Sapir et consorts. Et Chouard qui accusait VGE par sa loi de 73 d'être un traître à la nation, d'avoir vendu la France à Rothschild, raison pour laquelle il a appelé cette loi loi Rothschild ou loi Pompidou-Giscard, puisque Giscard l'a pondu alors qu'il était ministre de l'économie sous Pompidou. Et donc on va voir que non seulement factuellement c'est faux, mais qu'en plus c'est même exactement le contraire de ce qu'ils prétendent. Et comme à mon habitude, je ne vais pas argumenter là-dessus, je vais me contenter de vous donner des mots-clés et qui vont vous permettre de rechercher la réalité, sans aller sur le site de la maladie des virus de Chouard ou de la secte UPR, mais la vraie réalité, quoi. Chercher des statistiques, des informations sur les prix, sur l'inflation, etc. Et donc, alors c'est pour ça que c'est parce que c'est éminemment complexe que j'en suis à la 1137e prise. Oui, je sais, avant la vidéo, vous entendez 1582e. Mais je me dis que c'est parce que si vous êtes assez con pour croire aux conneries d'Asselineau et de Chouard, vous l'êtes assez pour que je vous enfile 445 prises de plus, histoire de me faire mousser. Et c'est parce que c'est très compliqué que je mets en dessous le lien vers mon article, sur lequel vous pourrez cliquer dès que vous aurez mis un pouce vers le haut, si vous êtes sympa comme quelqu'un qui comprend les choses, si vers le bas si vous êtes con comme un abruti qui écoute les bobards, qui avale les bobards de Chouard et Asselineau, ce qui vous permettra de vous abonner, parce que j'ai quand même beaucoup de choses intéressantes à vous dire, et de cliquer sur la cloche pour savoir que je vous les édite, et donc pour pouvoir venir les écouter. Et donc on va démonter, en créant une timeline. Je ne peux pas vous parler de tout dans la vidéo, il faudra que vous lisiez l'article, qui a déjà été beaucoup lu, qui a beaucoup servi, qui a calmé le jeu en 2011, où quand je me suis connecté sur Facebook, j'ai débarqué dans un environnement où Chouard venait de sortir cette thèse absurde. Et donc il y avait une flambée, comme quoi VGE était un traître, c'était un salaud, Rothschild contrôlait l'économie française, ils s'engraissaient comme des porcs sur le fait que l'État devait emprunter sur les marchés au lieu de la Banque de France, alors que s'il pouvait emprunter gratuitement à la Banque de France, il y aurait ceux qui deviendraient une banque du peuple pour le peuple, l'argent abonderait à flot, puis l'État pourrait se financer sans intérêt, puis alors ces intérêts qu'il a fallu engraisser Rothschild, qui ont servi à engraisser Rothschild, sont à l'origine de la dette et tout, enfin bon, un truc mais incroyable. Quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Alors j'ai attaqué le problème à la racine. Ça a été un très gros boulot, hein, je vous le dis, ça a été un gros boulot. Il m'a fallu, ça a pris 2 ans, et pour arriver à synthétiser un article qui est lu en 15 minutes. Et donc je ne peux pas vous parler de tout comme ça. Le mieux c'est de lire l'article. Vous avez de toute façon des petites photos, des machins, des arguments, des trucs. Et puis de faire vos recherches ensuite pour arrêter de croire en ces bobards, ce qui vous donnera quand même une idée un peu plus claire de la réalité de la situation. Alors, Étienne Chouard arguait du fait que la loi de 73 contraignait l'État à emprunter sur les marchés et non pas à la Banque de France. Alors, l'un des arguments essentiels est l'article 25. L'État ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est un acteur économique comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'obtient pas de privilèges auprès de la Banque de France. Il emprunte à la Banque de France aux mêmes conditions que n'importe qui emprunterait. Et alors évidemment, pris comme ça, on peut se dire, ouais, la Banque de France, forcément, elle s'enrichit, quoi. Oui, mais voilà. Alors déjà, cette loi ne date pas de la loi de 73, elle date de la dernière révision de la loi sur la Banque de France de 1936. À l'époque, la Banque de France était privée. Donc c'était pas une œuvre philanthropique, c'était une banque.
au bénéfice d'une concession supérieure, lui donnant charge du contrôle de la monnaie. Pas du pouvoir sur la monnaie, c'est du contrôle de la monnaie. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité de créer de la monnaie sans contrepartie au nom de l'État, à sa demande, et de contrôler les émissions de crédit des banques commerciales pour veiller à ce qu'elles n'en émettent pas plus que leur capacité le permettait. Et de facto, à cette époque-là, c'était donc des privés, c'était les actionnaires de la Banque de France qui encaissaient les intérêts que l'État empruntait, de l'argent que l'État empruntait à la Banque de France. Mais il faut savoir que contrairement à ce qui est prétendu, jamais un État ne s'est financé auprès de sa banque centrale. Le concept même est absurde puisque d'emprunter à la banque centrale, le rôle même de la banque centrale, c'est d'avoir la capacité d'émettre de la monnaie pour créer de l'inflation, pour contrebalancer les volumes de crédit. Hein. Et donc, fatalement, si l'État emprunte à la banque centrale, il crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est aussi un coût, c'est un gros coût. C'est une perte économique conséquente, comme on va le voir dans un moment. En réalité, les États se sont toujours empruntés se sont toujours financés auprès des marchés. Et puis des fois, même à des conditions, les rois, par exemple, empruntaient auprès des riches, et puis après les accusaient de malversation, puis les faisaient pendre. Comme ça, la dette, elle était effacée. Tout au long de l'histoire, l'histoire est émaillée de choses assez pittoresques sur le sujet. Par exemple, les Templiers ont disparu parce que ils étaient devenus tellement riches qu'ils étaient plus puissants que le roi, et puis le roi qui s'y était tellement endetté que le meilleur moyen c'était de les détruire sous prétexte d'hérésie, de magouille et consorts. Voilà, c'était un prétexte comme ça. Il s'est débarrassé de la dette en même temps qu'un contre-pouvoir gênant. Et donc jamais dans l'histoire on a émis de la monnaie pour se financer, jamais. D'ailleurs, par le passé, les pièces avaient la valeur de leur valeur faciale. C'est-à-dire qu'elles étaient en métal précieux, et donc, s'il était marqué 20 francs sur une pièce, elle valait 20 francs. Et seulement, en réalité, avec l'usure des pièces, si on fondait la pièce, on s'apercevait qu'il n'y avait plus 20 francs d'or ou d'argent. Je veux dire, voilà. Sans compter que, à l'époque, on pratiquait ce qu'on appelait l'usure. Ce terme d'usure, qui aujourd'hui consiste à indiquer un intérêt trop élevé, en réalité à l'époque, l'usure c'était on prêtait de l'argent à quelqu'un, puis lui avant de le rendre, il usait la pièce pour récupérer un peu de poussière, puis quand vous empruntiez assez, comme ça, à force d'user légèrement chaque pièce, finalement vous aviez quelques pièces de plus à partir de la poussière de l'argent que vous aviez emprunté. Ou alors les rois, par exemple, aussi pratiquaient ça. Ils usaient leurs propres pièces, leur propre monnaie, ça les rendait plus belles, hein, elles devenaient brillantes, puis la poussière qu'il y avait augmentait le trésor royal. Et donc, en réalité, c'était ce qu'on appelait l'usure. Et c'est pour ça que, finalement, on a arrêté de les faire, qu'on a arrêté d'accorder la valeur matière à la valeur faciale, puisque en réalité il suffisait de décréter, on fait un truc en tôle, il est marqué 20 balles, ça vaut 20 balles, puis le tout c'est de sécuriser l'impression, le pressage, en le rendant plus complexe. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer la monnaie. Mais donc ça fait qu'en réalité, jamais l'État n'a emprunté à la Banque centrale. Déjà, les banques centrales sont une invention récente. Hein. La plus vieille, c'est c'est la Banque d'Angleterre en 1776. Mais les autres datent toutes des 19e ou 20e siècle. Et donc, je veux dire, c'est vraiment des établissements récents. Ensuite, avant le crédit, on empruntait directement de la matière, on empruntait des métaux précieux, donc on ne pouvait pas en emprunter plus que ce qu'il en existait, évidemment, puisque c'est matériel. Donc en fait, déjà, les emprunts n'existent que depuis le crédit en lui-même, donc il est absurde de considérer qu'à une époque, l'État s'est financé lui-même grâce à sa propre monnaie. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Même à l'époque de la monarchie, il n'existait pas une seule monnaie en circulation, c'est des seigneurs disposaient du droit de pressage de leur monnaie pour leur fief, quoi. Je veux dire, il circulait des souverains, des louis, des Napoléons, des machins. Donc je veux dire, il y avait il a circulé des tas de monnaies dans l'histoire, et dont certaines, plusieurs à la fois. Hein. Alors, à partir de là, il faut quand même se remettre dans le contexte et comprendre que, à ce point-là,
ce n'est déjà plus possible que l'État puisse être accusé d'avoir emprunté sur les marchés au lieu d'emprunter à la Banque de France. Déjà là, c'est absurde. En 1946, la Banque centrale a été nationalisée. L'État était seul actionnaire. Alors cet article 25 de la loi de 73 existait déjà depuis 1936, elle était toujours valide en 1946, mais il n'était pas gênant puisque l'État devenant actionnaire de la banque, c'était lui qui encaissait les intérêts au travers des dividendes. Il était seul actionnaire. Donc les bénéfices de la banque, c'est lui qui les encaisse. Donc je veux dire, on ne peut pas dire l'État n'empruntait plus gratuitement à la Banque centrale. C'est faux, c'est absurde. Puisque de toute façon, c'est le seul actionnaire, donc c'est lui qui encaissait les bénéfices de la Banque de France, dès 1946. Ensuite, en 1958, il faut comprendre que jusque-là, sous la 3e, 4e République, le président disposait d'un pouvoir monarchique sur la monnaie. Le président était tout puissant en matière de monnaie et il pouvait emprunter comme il l'entendait. C'était lui qui gouvernait le pays et donc il gérait l'argent comme il le voulait, créant des crises mirobolantes. Hein, il s'est passé des trucs invraisemblables. Et donc le général de Gaulle, en introduisant la 5e République, Charles de Gaulle avait de gros inconvénients, de gros défauts, mais il avait oublié de ne pas être démocrate. Il était pleinement démocrate, il l'a montré plusieurs fois, et dans la 5e République, il a introduit une composante qui dictait que le président, pour pouvoir faire des emprunts, pour pouvoir financer l'État auprès de la Banque de France, devait obtenir l'aval des gouverneurs de la Banque, du ministre de l'économie et du Parlement. Et donc, ainsi, l'emprunt devenait démocratique. Il a laissé une latitude de gestion au président pour pouvoir gouverner, en prévoyant que des fractions de création monétaire soient mises à disposition du président, ce qui a été traduit par la loi 73-7 par le fait que le président puisse emprunter 950 millièmes des rentrées fiscales prévues. Mais donc, ça fait que, en réalité, pour pouvoir se financer, l'État devait obtenir l'aval du Parlement, et ça n'a pas été respecté jusqu'au moment de l'introduction de la loi de 73. C'est-à-dire que le président faisait comme il voulait jusque-là, malgré la Constitution, qui n'était donc pas respectée. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing a produit cette loi 73-7, la loi Pompidou-Giscard, puisqu'il était ministre de l'économie de Pompidou, qui consistait à ce que tout le fatras de textes, circulaires, arrêtés et consorts, lois, qui avaient été produits, adressés à la Banque de France depuis la dernière grande révision de la loi sur la Banque de France de 1936, alors même qu'elle avait été nationalisée en 1946. Il a fait de l'ordre dans tout ce fatras et il a introduit la mise en application de la Constitution de 1958. Et donc, à partir de là, le président devait obtenir l'aval du Parlement pour se financer. Quand Charles de Gaulle a produit la Constitution, il ne se posait pas la question, puisque sous la 3e, 4e République, le président de la République était nommé par le Conseil, il était issu de la majorité, fatalement. Sous la 4e République, c'était même le président du Conseil qui était le président de la République. Et donc, il ne s'était pas posé la question, puisque un président issu de la majorité, son premier ministre était donc issu de la majorité, donc son gouvernement était de la majorité, les gouverneurs de la banque sont nommés par le président d'après la Constitution de la 5e République, et le Parlement est de la majorité présidentielle, donc la loi de finances doit passer, donc ça ne posait pas de problème, il n'avait pas envisagé la cohabitation. En 1967, l'année du siècle, outre ma naissance, il s'est produit des tas d'autres choses, Israël a subi la guerre des 6 jours, appelée guerre des 6 jours parce qu'une coalition arabe a attaqué Israël pour lui couper la route du détroit de Tiran, qui lui est crucial économiquement. Israël a répliqué et a maté l'agression arabe en 6 jours, et c'est là qu'il a occupé le plateau du Golan, dont on parle abondamment aujourd'hui, pour créer une zone tampon entre lui et son ennemi juré, la Syrie. Et donc ainsi, la Syrie ne peut qu'attaquer le plateau du Golan, qui techniquement lui appartient. Aujourd'hui, Israël envisage de l'annexer, donc ça créerait une nouvelle frontière, mais jusque-là, le plateau du Golan n'était que contrôlé par Israël, de manière à les éloigner des Syriens.
On en pense ce qu'on veut, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part là, c'est juste, c'est purement factuel, c'est ce qui s'est passé. Et le fait qu'il y ait eu cette guerre des 6 jours en 1967 a déstabilisé le Moyen-Orient, et donc amené à des tensions sur le secteur pétrolier, évidemment. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le pétrole n'était même pas $1 le baril, et abreuvait abondamment notre puissante industrie des 30 glorieuses, qui induisait une croissance à 2 chiffres. La France a connu dans les années 50-60 une croissance à 2 chiffres, supérieure à celle de la Chine aujourd'hui, très supérieure à celle de la Chine aujourd'hui. Et là, ces tensions ont amené une déstabilisation du secteur pétrolier. Et d'autant qu'en 1969, Muammar Kadhafi a profité d'un voyage diplomatique d'Idriss Ier pour traiter en particulier de ces tensions pétrolières en Occident, pour occuper le palais royal, pour en faire son palais présidentiel et prendre le pouvoir sur la Libye. Et ce qui a ajouté de l'instabilité à la région Moyen-Orient. Et en 1971, se retrouvant confronté à des besoins d'argent pour financer ses grands plans sociaux, il a pressé l'OPEP d'augmenter le prix du baril. Au prix où il était vendu, ceux qui possédaient les puits de pétrole s'enrichissaient abondamment, mais les peuples des pays producteurs de pétrole, eux, n'en bénéficiaient pas du tout. Hein. La Libye était un pays de bédouins comme au 19e siècle. Hein. Elle vivait au 19e siècle. L'Arabie Saoudite, la même chose. Hein. Le pétrole qui coulait à flot, qui était acheté à flot par les Européens, ne rapportait rien au peuple de ces pays. Et donc, Kadhafi a demandé à ce que le pétrole augmente. Et en 1973, Israël s'est retrouvé confronté à la guerre du Kippour. Je vous laisse vous informer sur ces guerres, hein, guerre des 6 jours, guerre du Kippour, que vous compreniez, ça va vous replanter le décor. Et là, ça a été l'explosion et ça a engendré la seconde crise pétrolière. La première en 71, la deuxième en 74. Mettant fin définitivement aux 30 glorieuses. C'est-à-dire que là, notre industrie, le baril est passé de $1 à $4. Aujourd'hui, $4, ça paraît rien. En euros compensés, on peut dire que ça mettrait le baril on va dire, à $25. Donc, le tiers de ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça l'a fait multiplier par 4 quasiment du jour au lendemain. Donc le marché n'a pas eu le temps de se stabiliser, de l'absorber, et donc ça a mis fin à nos 30 glorieuses, et ça a engendré la fin du plein emploi, le début du chômage. Et donc la loi de 73 avait été introduite par Valéry Giscard d'Estaing, écrite lorsqu'il était ministre de Pompidou, qui est décédé prématurément en 1971, et c'est VGE qui est devenu président. Jusqu'en 1981, la fin de son règne, où Mitterrand a pris la relève, Valéry Giscard d'Estaing a financé l'État par des emprunts massifs à la Banque de France. Donc déjà là, on voit que la théorie de Schwartz qui dit que ça contraignait l'État à emprunter sur les marchés, c'est complètement, c'est du n'importe quoi. Et donc les conséquences étaient une inflation délirante, hein, 10%, 11%, 12%, 14%. La France a connu une période d'inflation mirobolante. Mitterrand a repris le flambeau en 1981, il est devenu président. Et comme il s'y connaissait en économie, autant que moi en dentellerie bretonne médiévale, eh bien, il a fait comme Valéry Giscard d'Estaing, sauf que lui avait des ambitions sociales encore plus développées, donc il a emprunté encore plus massivement. Et donc, jusqu'en 1986, où aux législatives, l'opposition est revenue à la majorité, le Parlement a basculé à droite. Le peuple en a eu marre de cette inflation, de 15 ans d'inflation, et donc a voté à droite pour y mettre fin. Et l'opposition s'est opposée à la loi de finances. L'opposition revenue à la majorité s'est opposée. Et donc en 1986, l'inflation qui avait atteint des sommets, hein, de certaines années, c'était hallucinant, a chuté, poum, 2%. Voilà. Puis elle n'a plus jamais bougé. Vous trouverez dans l'article un petit graphique où vous voyez clairement la chute. Je veux dire, il y a clairement une marche d'escalier. En 1986, l'opposition s'oppose à la loi de finances. Et donc, Mitterrand, pour se financer, s'est retrouvé contraint à emprunter sur les marchés. Au-delà des 950 millièmes des rentrées fiscales prévues,
que la loi de 73-7 lui permettait, dans une latitude de gestion, d'emprunter sans demander l'avis de personne. Et donc, si maintenant vous considérez qu'à l'époque, la France avait ayant le contrôle de sa monnaie, était plus compétitive, et puis donc ça résolvait les problèmes de l'euro qui génèrent le chômage, je vous invite à vous renseigner quand même. Je vous rappelle qu'avec Mitterrand, on a atteint 11% de chômage. Il y avait bien plus de chômage quand la France avait le contrôle de sa monnaie qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, de compétitivité, en réalité, la France a été ruinée. En 1971, on avait 1 franc français pour 4 francs suisses. En 1986, après 15 ans d'une inflation délirante, c'était le contraire. Il fallait 4 francs français pour 1 franc suisse. Et donc, on est passé du statut d'une monnaie de référence en 1971. Si vous alliez en Amérique du Sud ou en Asie, puis que vous aviez des francs français, vous étiez le pape, hein, je veux dire, c'était la France, voilà. Le franc français, je veux dire, on l'acceptait, même si ça arrangeait pas forcément, on était tout fiers d'avoir un billet en franc français, quoi. Alors qu'en 1986, vous n'auriez pas plutôt des dollars? C'était devenu une monnaie de singe. On est passé du statut de monnaie de référence à celui de monnaie de singe, qui valait plus rien. Voilà, plus personne en voulait. Et donc, la France s'est retrouvée contrainte, pour pouvoir financer ces grands échanges internationaux, à acheter massivement du dollar. Et donc, les Américains ont spéculé sur le dollar. Quand ils apprenaient que la France allait acheter massivement du dollar, eh bien, ils en achetaient, ils en rachetaient autant qu'ils en pouvaient pour le faire monter. Puis après, ils revendaient ces dollars pour le faire baisser. Et donc la France, elle se retrouvait avec à devoir débourser plus de dollars qu'elle n'en avait acheté pour couvrir ses échanges. Ça revenait littéralement à payer un impôt aux Américains sur nos échanges internationaux. La France avait besoin de retrouver une monnaie de change. Et c'était l'intérêt de l'acte unique et de l'euro en particulier, qui du coup devient une monnaie de référence. Donc en fait, non, d'évaluer une monnaie ne redonne pas de la compétitivité à un pays. Je vous mettrai un lien sur la chose, là, si je retrouve. Ça apporte un petit regain de compétitivité très provisoire, parce que vous avez acheté des matières premières à transformer pour produire quelque chose, pour assurer votre production. Vous les avez achetées avec une monnaie forte. Vous avez produit un bien avec cette monnaie forte. Ensuite, si vous voulez vendre ce bien pour avoir de la compétitivité, vous dévaluez la monnaie. Et donc, ce bien devient mécaniquement moins cher pour l'acheteur extérieur dans une autre monnaie. Mais pour reproduire un nouveau bien, vous aurez alors une monnaie plus faible. Donc, les matières premières vont vous coûter plus cher. Et ensuite, vous allez produire ce bien avec. Puis après, pour qu'il soit moins cher, vous devrez de nouveau dévaluer votre monnaie. Puis vous aurez de nouveau une monnaie. Puis donc, les matières premières vont encore vous coûter plus cher. Vous allez produire ce bien avec ces matières premières encore plus chères. Et pour pouvoir vendre ce bien, vous allez devoir encore dévaluer la monnaie. Et ça, jusqu'à la faillite finale. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Le fait de baisser une monnaie, de la lever ou de la baisser, n'apporte pas de compétitivité. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les territoires monétaires compétitifs sur la planète sont des territoires à monnaie forte. D'une manière générale, hein, je veux dire, voilà, c'est la stabilité de la monnaie qui amène de la compétitivité, pas sa force. Que vous payez un truc 1000 balles avec une monnaie forte, ou que vous la payez 10 000 balles avec une monnaie faible, je veux dire, ça change rien, c'est juste une question de volume. La monnaie, c'est juste un chiffre, je veux dire, c'est pas, voilà, il n'y a pas de notion de valeur sur la monnaie. La monnaie n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur en elle-même, quoi. Elle ne fait qu'exprimer une valeur. Alors, vous avez une maison qui vaut $1 million. Si votre monnaie vaut $1 million, eh ben, vous payez la maison $1 million. Vous dévaluez la monnaie, eh ben, vous devrez la payer $1 100 000. Point, c'est tout. Voilà. C'est $1 200 000, $1 300 000. Vous avez divisé par 2 la valeur de la monnaie, vous devrez la payer $2 millions. C'est ça le truc. Il n'y a pas de notion, de, non, pardon, vous devrez la payer l'équivalent de 2 millions. Mais ça sera toujours $1 million. Donc, je veux dire, la monnaie de référence, c'est à ça que sert une monnaie de référence. Et le franc français était une des monnaies de référence dans les années 70, un statut qu'elle a perdu dans les années 80 avec Mitterrand. Pas de sa faute, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas bon, il se connaissait rien en économie, mais on peut pas dire que VGE a été brillant. Et quoi qu'il en soit, en tout état de cause, on s'aperçoit que sur ces 15 ans,
Jamais la loi de 73 n'a empêché l'État d'emprunter à la Banque de France, de une, et jamais le fait de pouvoir dévaluer la monnaie continuellement, donc d'avoir une inflation délirante chaque année, n'a permis de redonner de la compétitivité à la France. Le chômage n'a pas arrêté d'augmenter au fur et à mesure que la désindustrialisation se produisait. De même, on ne peut pas dire que l'euro ait créé du déficit, puisque le premier déficit de la France est apparu en 1980, et depuis 1980, la France n'a plus jamais bouclé un déficit, un budget bénéficiaire. Depuis 1980, la France n'a plus jamais produit de bénéfices. Tous ses budgets ont été déficitaires. Tous, sans exception, depuis 1980. Donc ça n'a rien à voir avec l'euro ni avec l'Europe. Hein. Et en fait, le budget est plutôt moins déficitaire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques décennies. Et donc avec Mitterrand, la France avait le contrôle de sa monnaie, pourtant on s'est retrouvé à 11% de chômage. Donc la belle affaire, c'est pas significatif. Hein. Donc c'est absolument sans aucun lien. Et donc la France s'est retrouvée ruinée par ce contrôle, par son contrôle de la monnaie. Et c'est la loi 93-980 de Jacques Delors qui a mis fin, incluse dans l'acte unique, hein, dans l'acte unique européen qui impose que tous les pays aient la même monnaie, une gouvernance centrale. Ils restent souverains, mais on a une union monétaire qui permet des échanges libres et sans non taxés. Et c'est cet acte unique qui a fait que de facto, toutes les monnaies devaient être à parité fixe pour pouvoir s'échanger librement, pour pouvoir se soustraire du marché d'échange qui déstabilisait les échanges et compromettait notre industrie. Et donc c'est la loi 93-980 qui a mis fin au pouvoir de la Banque de France, au pouvoir de contrôle sur la monnaie de la Banque de France, qui en a fait une dépendance de la Banque Centrale Européenne et non pas la loi de 73, qui elle n'a rien à voir et qui a été abolie à ce moment-là, et c'est tout, point. La loi de 73 est apparue en 73, elle a disparu en 1993, un an après l'introduction, le vote du traité de Maastricht, et donc la création de l'Union Européenne. Et l'euro, lui, a été introduit en 1999 pour les échanges bancaires et 2000 dans certains pays, 2001 en France. Et donc, on ne peut pas lui imputer d'avoir une quelconque instabilité ou je ne sais quoi. Ou bien au contraire, il est une gigantesque bouffée d'oxygène pour la France, puisque Mitterrand s'est retrouvé tellement opprimé par le dollar. Il l'avait dit, hein, les Américains sont voraces. Quand il disait ça, c'est parce que les Américains, ils voulaient, ils spéculaient sur le dollar pour pomper la France, quoi. Et donc, ils se retrouvaient acculés à leur verser des milliards sans qu'ils puissent rien faire, sans avoir le contrôle, faute d'une monnaie de référence pour les marchés de change, pour le change mondial. Et donc, il fallait là introduire la monnaie unique, et c'est pour ça qu'il a apprécié Helmut Kohl, qui lui s'est retrouvé face à la réunification, à l'effondrement du mur de Berlin, qui allait coûter 2000 milliards à l'Allemagne, et la remettre en faillite une énième fois. Elle avait déjà bénéficié de 2 haircuts sur sa dette au fil du XXe siècle, et là elle est retombée une nouvelle fois en faillite. Donc je veux dire, il fallait mettre fin à ce cycle, et pour cette solution, c'est pour cette raison que les accords de l'Élysée, le traité de l'Élysée avait été signé, le partenariat franco-allemand en 1963. Et donc l'Allemagne était devenue, on avait scellé notre amitié avec l'Allemagne, on avait lié nos sorts, si l'un coule, l'autre coule, si l'un vit, l'autre vit, et ça c'était la raison de nos guerres perpétuelles. En liant nos sorts, on résolvait cette question de guerre perpétuelle. Et donc là, Mitterrand et Helmut Kohl se sont entendus pour redonner aux deux pays une monnaie de référence mondiale, de sorte qu'il n'aurait plus besoin de passer par le dollar, et éviter la faillite à l'Allemagne en faisant en sorte que le mark soit favorisé de 2 dixièmes. Ainsi, l'Allemagne a perçu 2 dixièmes de plus que ce qu'elle a donné, de sorte que ces 2 dixièmes ont permis d'aider à la réunification. C'est tous les pays membres de la zone euro qui contribuent par leur économie à la réunification de l'Allemagne.
Et donc l'Allemagne peut ainsi continuer de se développer et de se stabiliser, et donc éviter de déstabiliser toute l'Europe. Voilà. C'est pas gratuit, hein. C'est que si on l'avait pas fait, ben ce serait une nouvelle fois la guerre, une nouvelle fois la misère, une nouvelle fois. Voilà. Et à un moment donné, il faut mettre fin à tout ça. Et donc, il faut bien que tout le monde s'y colle, quoi. Voilà, je veux dire, notre sort est lié, hein. De croire que oui, les Allemands se démerdent, nous, on en profite, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, toutes ces belles entreprises que vous admirez aujourd'hui, Airbus, Atos, Safran, Thales et consorts, sont toutes des entreprises issues de l'Union européenne, du traité de Maastricht. C'est lorsqu'elles ont compris qu'il y avait l'Union européenne et puis donc l'ouverture des frontières, que ces entreprises, dont les marques existaient déjà, hein, mais Airbus, par exemple, était le perpétuel second derrière Boeing, très loin derrière Boeing, ce n'était pas un challenger. Alors qu'avec le traité de Maastricht et l'ouverture des frontières, sa puissance industrielle se multipliait, alors toutes ces entreprises ont investi massivement et ont pu devenir des géants. Elles ont racheté, elles ont fusionné, elles ont pris de l'ampleur, et elles ont pu se répandre comme ça en Europe, en bénéficiant de l'ouverture économique des frontières. Et c'est toutes ces entreprises qui font notre fierté sont issues directement du traité de Maastricht. Avant, elles n'étaient que des entités nationales, je veux dire, voilà, elles n'étaient pas en mesure de régater contre des entreprises comme General Electric, par exemple, pour dire, ou comme Boeing, comme Motorola, comme Hewlett-Packard, qui étaient des multinationales gigantesques. Et c'est pour ça que la France a perdu ses grands constructeurs informatiques. La France était très en avance au niveau informatique, dans les années 70 et 80. Elle avait déjà des ordinateurs multifenêtres, multitâches, en couleur, etc., etc. Ils ont tous disparu. Tout a disparu. La France faisait des choses magnifiques. Elle avait beaucoup d'avance. Et elle n'a pas pu résister à la puissance industrielle des États-Unis, qui eux avaient un territoire unique et une monnaie unique. Ils ont des États, ils ont des gouvernements qui sont largement souverains, comme en Europe. Un peu moins, l'État fédéral est un peu plus fort, puisqu'ils ont un président qui a le contrôle de l'armée et une armée unique. Mais globalement, c'est à peu près la même chose, hein. On va sur le même cheminement. Mais vous vous installez aux États-Unis, vous installez votre industrie où vous voulez, pour bénéficier des savoir-faire locaux, de la ressource locale, peu importe. Et vous pouvez franchir les frontières d'un État à l'autre en payant toujours dans une seule monnaie, et ça crée un avantage considérable, un avantage industriel considérable, et c'est ce qui a permis à l'Europe de se développer. Et ça fait qu'en fait, aujourd'hui, on a plutôt moins de déficit budgétaire qu'à l'époque où on avait le contrôle de la monnaie, et surtout moins de chômage. C'est donc tous ces bobards qu'on entend sont complètement faux. Voilà. Et vous aurez des précisions dans l'article principal que je mets en dessous. Et donc, si vous avez des questions, posez-les, on va essayer d'y répondre. Je veux dire, n'hésitez pas, hein, c'est pas interdit. Si vous avez une question à poser, vous la posez en commentaire, et puis vous aurez une réponse aussi précise que possible. Voilà. Alors j'espère vous avoir appris quelque chose, vous avoir donné les mots-clés qui vous permettront de retrouver les informations. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.